Lorsque le secteur technologique traverse une phase de correction, cela laisse présager une correction pour le reste du marché. Parallèlement, nous ne voyons pas de signal contraire émanant des petites capitalisations. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Kais. Il y a un mois, vous nous avez parlé d'une correction sur le marché boursier américain. Vous avez également mentionné que les marchés émergents surperformaient le marché américain. Observons-nous la même tendance aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Je dirais que c'est une situation assez confuse. Tout d'abord, je vous propose d'analyser ce qui se passe sur le marché indien. Nous voyons cette ligne noire représentant la force relative de l'Inde par rapport au S&P. Nous pouvons constater qu'elle suivait une trajectoire haussière pendant le mois d'août. La semaine dernière, elle a commencé à reculer. Elle a récemment cassé la ligne ascendante de support. Maintenant, nous observons une sorte de correction. Nous pouvons dire la même chose sur la Chine. La force relative de ce marché progressait. Maintenant, elle est en déclin. Nous voyons un grand écart. La force relative de la Chine est également en train de casser la ligne ascendante de support. Jetons un coup d'œil à un autre marché qui surperformait les autres. Vous voyez cette ligne orange? Il s'agit du marché brésilien. Il a surperformé les autres marchés émergents ainsi que le S&P. Maintenant, il fait une pause. Il a cassé la ligne de tendance haussière. Pour l'instant, la dynamique est baissière et nous observons une correction sur tous les marchés émergents. Ces préoccupations se sont-elles reflétées sur l'or? Pour ce qui est de l'or, la situation est un peu différente. En fait, l'or a progressé durant la période juillet-août, parallèlement à des fluctuations du S&P. En revanche, après le rebond du S&P en septembre, l'or est passé de 1360 à 1290. Nous avons atteint la zone clé de support. Si nous voyons un rebond, la peur sera de retour sur le marché. Cependant, ce n'est pas encore le cas. Que pouvez-vous dire sur l'évolution des taux d'intérêt américains pendant l'été? Nous avons enregistré une bonne corrélation entre le rendement obligataire et le S&P. Le S&P a progressé début juillet. Traditionnellement, la hausse du S&P est suivie d'une progression des taux d'intérêt. Puis, le S&P a fait une pause. La ligne noire affichait un mouvement plat. À ce moment-là, les taux d'intérêt ont chuté. Par contre, début septembre, les taux d'intérêt ont augmenté à nouveau, ce qui a poussé le S&P vers le haut. Maintenant, nous sommes revenus vers la zone de résistance. Le rendement des obligations américaines à 10 ans se situe à 2,30%. Les taux d'intérêt pourraient stagner à ce niveau avant de redescendre. Cela arrive généralement lorsque le S&P fait une pause. L'Europe et le Japon semblent suivre une trajectoire haussière. Cette tendance sera-t-elle durable? Cette situation est assez étonnante, n'est-ce pas? La force relative du marché européen a suivi une longue tendance à la baisse par rapport au S&P. La ligne de tendance baissière a récemment été cassée et nous observons un rebond de la force relative. Dans le même temps, nous voyons que l'Eurostoxx a cassé la ligne de tendance baissière et maintenant il est en train d'enregistrer des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. En dépit de la divergence baissière récente et du fait que la dynamique reste baissière, les prix ont légèrement progressé. Il s'agit d'un développement assez confus. Il est rare de voir la surperformance du marché européen parallèlement à une correction du S&P. Traditionnellement, l'Eurostoxx est plus risqué que les actions américaines. Cela signifie qu'en cas de correction aux États-Unis, nous verrons une correction encore plus prononcée de l'Eurostoxx. Fondamentalement, le rebond de la force relative signifie qu'il n'y aura pas de correction aux États-Unis. Qu'en est-il du marché japonais? Le Japon nous donne un signal similaire. La force relative augmente, le yen recule, ce qui permet au Nikkei de rebondir. Cet indice a réussi à enregistrer des plus hauts à des niveaux plus élevés pour s'établir au-dessus de la barre de 20 300. Tant qu'il reste au-dessus de ce niveau de résistance que nous avons enregistré en mai et en juin, il n'y aura pas de correction. Si ce niveau est cassé à la baisse, une correction deviendra envisageable. D'accord. Qu'en est-il du S&P 500? La situation semble être tout à fait calme. Théoriquement, oui, mais ce n'est qu'une impression trompeuse. Regardons le graphique hebdomadaire. L'indice s'est établi à 2508, ce qui est son nouveau plus haut. Il a légèrement dépassé le niveau de 2490, affiché en juillet. La dynamique est en train de s'affaiblir. Nous sommes dans la zone de surachat. La volatilité est plutôt faible. Elle se situe aux alentours de 10%. Dans ce contexte, un retour vers le niveau de 2417 ne devrait pas être exclu. Voyons-nous des signaux clairs ici?
Si nous regardons le graphique journalier, nous verrons que jusqu'à présent, le seul signal clair a été la faiblesse du VIX qui se maintient aux alentours de la barre des 10%. La tendance baissière semble avoir pris fin. Cela a déclenché une correction. Puis, nous avons cassé la ligne de tendance haussière. Bien que les niveaux de 2508 et de 2496 laissent entrevoir une trajectoire descendante, pour le moment, nous ne voyons aucune baisse. L'oscillateur est dans la zone de survente. Cela laisse supposer que quelque chose devrait se produire dans un proche avenir. Alors, pourquoi cette situation est-elle confuse? Elle est confuse parce que les deux marchés susmentionnés vont dans des directions opposées. Commençons par le Nasdaq. À la mi-septembre, il a reculé du sommet vers l'extrémité inférieure de la fourchette. Lorsque le secteur technologique traverse une phase de correction, cela laisse présager une correction pour le reste du marché. Parallèlement, nous ne voyons pas de signal contraire émanant des petites capitalisations. Les petites capitalisations ont affiché des plus hauts à des niveaux plus élevés par rapport au sommet de juillet. La force relative augmente, les petites capitalisations n'enregistrent plus de nouveaux sommets, alors que les grandes capitalisations entrent dans une correction. Vu que les petites capitalisations comportent plus de risques, leur correction commence plus tôt que celle des grandes capitalisations. Nous avons donc des signaux totalement opposés. Il n'y a aucun problème au niveau de l'étendue du marché. Le marché devrait poursuivre son mouvement haussier, même si le Nasdaq et le secteur technologique traversent une correction. Nous devons prendre notre mal en patience. La correction pourrait potentiellement commencer à la mi-octobre ou bien vers la fin d'octobre, comme c'était le cas l'année dernière. Bruno, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.